Bonjour, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, 6e et dernier épisode de nos podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA. Une série d'émissions qui suit la publication dans le journal et sur le site L'équipe d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue de basket du monde. Et avec Xavier Colombani, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle génération, si je puis dire, incarnée par LeBron James, qui certes n'est plus tout jeune, mais qui, effectivement, ces dernières années, repris un peu le flambeau et le leadership de la parole parmi les joueurs NBA. Contrairement à un Michael Jordan ou un Kobe Bryant, les icônes des années qui précèdent, des générations qui précèdent celles de LeBron, ces deux-là restaient un peu plus en retrait sur des sujets aussi sensibles. King, lui, a manifesté régulièrement son soutien, sa colère même, lorsque des propos, des actes racistes étaient enregistrés dans l'environnement de la NBA, ou bien sûr dans la société américaine, au point d'être devenu aujourd'hui, on peut le dire, une figure de proue du mouvement Black Lives Matter de ces derniers mois, dernières années. Alors on va parler de tout ça avec Xavier. Début du game. Xavier, LeBron James a mis du temps finalement à apparaître comme ce leader, à fendre l'armure d'une certaine manière. Est-ce que ça s'explique pourquoi tout d'un coup il s'est découvert cette vocation, ce destin, un petit peu de leader à la fois évidemment sur le terrain, mais surtout en dehors? LeBron a toujours été d'une grande précocité, ça on le sait en termes basket, d'une certaine manière, où déjà lycéen, il était, et mineur même au sens européen du terme, avant 18 ans, il était célébré, annoncé, mais il lui fallait, apprendre de la vie. Il fallait qu'il expérimente certaines situations pour développer réellement une conscience et une capacité à prendre la parole pour les autres, notamment pour sa communauté ou pour son pays de façon plus large. On sait qu'assez jeune, assez tôt dans sa carrière, il commence sa carrière en 2003, et en 2007, il se retrouve avec un de ses coéquipiers, quelqu'un qui avait déjà pas mal d'années dans la ligue, qui n'avait pas grand-chose à perdre, d'autant que ce n'était pas un joueur de grand renom, il s'appelait Ira Newble. C'est quelqu'un dont le père l'avait formé au grand combat de son temps, et là il voyait qu'il se passait quelque chose au Darfour, donc qui est une région africaine de l'est de l'Afrique, dans lequel on suspectait un génocide, et Newble, en se renseignant sur la situation, avait vu que la Chine avait un impact là-dedans, elle faisait des affaires, et donc elle avait une volonté politique à l'intérieur. Et donc Newble avait écrit une lettre dénonçant l'attitude de la Chine, elle avait proposé à la signature comme une sorte de pétition à ses coéquipiers, et tout le monde l'avait signé, ou presque, aux Cavs, sauf deux joueurs, James et un autre. Alors l'autre était assez peu connu, d'ailleurs je m'en souviens même plus qui c'est, mais par contre James, lui, c'était déjà la star de l'équipe. Alors il avait justifié ça d'une phrase qu'on a souvent entendue des personnes qui n'ont pas envie de s'exprimer, c'est: mais je ne savais pas, je voulais me renseigner avant de m'exprimer, ce qui est la meilleure façon de ne jamais s'exprimer, puisque le jour où on s'est renseigné, personne ne vient plus vous poser la question. Mais quand il en a parlé, un an plus tard, en 2008, quand on lui a demandé, puisque les médias n'avaient pas oublié, voulaient l'entendre parler là-dessus, le tannaient là-dessus, il avait accepté d'en parler à ESPN, il avait dit: j'ai quand même pris conscience que si on me demandait autant de parler, c'est que ma voix pouvait porter. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit: je peux peut-être avoir un rôle. Mais il lui manquait la cause à embrasser, et ça a mis beaucoup plus de temps. Ça n'a strictement rien à voir avec sa capacité à être sur le terrain un joueur irréprochable, incontestable, comme sur le plan sportif. Je veux dire par là qu'effectivement, on peut penser qu'un jeune joueur met un peu de temps avant d'exprimer quelque chose de politique, parce que en effet, voilà, il faut être totalement crédible, il faut être capable de prendre l'attention de tout le monde. Est-ce que c'est aussi ça? Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? Parce qu'il a mis du temps avant vraiment de s'affirmer. Son premier titre NBA, rappelons-le, c'est en 2011. Donc il a fallu quand même 8 ans. 2012, pardon, ça fait 9 ans d'attente, quoi. C'est important, quoi. Il faut maturer tout ça. D'autant que se rater sur un sujet politique ou social dans son expression est quand même beaucoup plus dommageable que de rater une tentative de passe aveugle qu'on aura oublié dans les 3 secondes et demie qui suivent. Lui a toujours eu une volonté de maîtrise absolue. D'ailleurs, ça se voit dans sa carrière, dans sa gestion de carrière, qui est absolument prodigieuse. Il y a très très peu. À part The Decision, qui justement était une prise de parole, mais était une prise de parole sur lui-même, il n'y a rien qui ne puisse l'être reproché. Donc lui, il avait juste besoin de sentir quel allait être le combat. Et le combat, pour lui, ça a été l'antiracisme. Alors attention, je dis bien antiracisme, je dis pas un combat communautariste.
Il a toujours dit que vous soyez noir, que vous soyez latino, que vous soyez d'origine asiatique, vous n'avez pas à subir de discrimination. C'est très important de toujours rajouter la composante latino, la composante étrangère, si jamais c'était des personnes issues d'autres pays. C'était pour dire, voilà, tout racisme est insupportable. Faut savoir qu'il aurait pu épouser la cause des Noirs, donc qui sont dans des conditions souvent socio-économiques beaucoup plus difficiles que les Blancs aux États-Unis, puisque lui-même a eu une enfance assez difficile. Il a grandi avec une mère célibataire, il a erré un petit peu dans Akron, passant d'un logement à un autre au gré des changements d'amour de sa mère. Il s'est fixé dans un appartement qu'à 11 ans. Il a dit lui-même, j'ai connu la drogue, j'ai connu les mœurs, mais il n'en a jamais fait une histoire de communauté. Et c'est seulement quand le mouvement Black Lives Matter a finalement surgi, alors en 2013 pour la première, mais vraiment en 2014, que là, il a commencé à pouvoir embrasser une cause. Il a, on le sait aujourd'hui, puisqu'il est plutôt sur la fin de carrière, il restera comme quelqu'un de beaucoup plus impliqué qu'un Michael Jordan, par exemple, ou qu'un Kobe. Est-ce qu'on peut s'expliquer tout ça? On évoque souvent le fait que les années 80 et 90, dans lesquelles évoluait Michael Jordan, 90 et début des années 2000, qui fut sur les années Bryant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'époque a changé, que évidemment les années bling-bling, les années un peu plus superficielles dans lesquelles ont évolué peut-être, en tout cas Jordan, peut-être un peu moins Bryant, mais Jordan à coup sûr. Est-ce que c'est une explication qui peut s'entendre aujourd'hui avec le recul? À moitié seulement, parce que déjà Michael Jordan a été beaucoup vilipendé pour son silence. Malgré tout, dès 96, il s'implique dans des campagnes pour des candidats démocrates. Alors ça peut être au sénatorial en Caroline du Nord, ça peut être après en enregistrant par exemple une vidéo en faveur de Bill Bradley, candidat démocrate à la présidentielle en 2000. Bill Bradley qui était un ancien joueur d'Enix, un ancien champion NBA, donc c'est vrai que ça lui parlait. Donc déjà Jordan a été vilipendé, c'est vrai, de façon peut-être un peu excessive, même s'il a quand même été d'une prudence dessus. Et la deuxième chose, c'est que Jordan n'avait pas forcément derrière lui un mouvement d'ampleur. Si Jordan avait pris la parole, il aurait sûrement été suivi, mais il aurait été sur une ligne de crête. Il aurait été au début un peu seul. LeBron, lui, est le fils d'une époque dans laquelle on ne laisse plus passer les choses comme avant, dans laquelle il faut dire aussi, il y a eu beaucoup ces dernières années d'histoire. Je pense notamment à l'histoire du fameux propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling, qui je crois que c'est en 2013, me semble-t-il, avait 2014. On se souvient de cette fameuse affaire qui correspondait d'ailleurs au début du mandat du nouveau Rappelons ce qui se passe très simplement. TMZ, donc un site un peu gossip, publie un enregistrement d'une conversation qu'il a avec une de ses maîtresses, dans lequel il lui reproche de se faire prendre en photo avec des Noirs. Tu comprends, t'as quand même pas aller avec ces gens-là. Et encore, quand je dis ces gens-là, je me souviens pas exactement les termes, mais c'est beaucoup plus odieux. Donald Sterling, tout le monde savait qu'il était comme ça, mais là, c'était la preuve, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, il y a déjà une idée de boycott. Et LeBron est en faveur du boycott. Et il ne l'obtient pas. Il n'en a pas besoin, puisque Adam Silver décide de virer Sterling. Donc Silver, qui, précisons-le, devient commissionnaire quelques mois plus tôt, après le départ de David Stern. Silver le dit lui-même, j'ai été pris à froid, c'est-à-dire que tout d'un coup, je commençais déjà à essayer de me situer dans ma fonction. Alors ça avait été le bras droit de Stern, mais c'est pas la même chose. Stern était tellement leader omnipotent que prendre la place du leader, c'était pas la même. Et Silver, à ce moment-là, doit prendre une décision tout de suite. Je pense que si Silver, un peu comme Stern avant, avait voulu rester sur son Aventin et de dire « c'est moi qui décide, je n'en ai rien à faire », déjà, il aurait peut-être pas senti le vent tourner et l'esprit du temps, mais en plus, il aurait pu se mettre à dos justement quelqu'un comme James, qui est beaucoup plus soucieux de ces luttes-là qu'un Kobe Bryant, qui avait été vilipendé par Jim Jones, une ancienne figure de la NFL, qui était lui-même sur le combat pour les droits civiques. Et Bryant, je me souviens, Jim Jones avait dit « mais d'abord... Bryant, il a grandi en Europe, il comprend rien à ce qui se passe aux États-Unis. » James, lui, il n'est pas comme ça, il n'aurait pas supporté ça, et c'est pour ça qu'il a de plus en plus parlé, tout en gardant cet œcuménisme de toujours parler d'antiracisme. Ces derniers mois, ces dernières semaines même, LeBron James a été extrêmement présent à travers les mouvements qui ont suivi les violences policières pendant le printemps et l'été. Pendant les playoffs dans la bulle d'Orlando au mois d'août, il a été en première ligne, évidemment, lorsque les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter des matchs. Il a pas forcément été d'ailleurs entendu, LeBron, parce que dans le vote sur le boycott, on sait qu'il voulait lui vraiment que la saison s'arrête définitivement. Le seul qui le suit, c'est Kawhi Leonard.
Et qui essaye en gros de tirer les Clippers. Alors il y arrive, donc les Clippers et les Lakers votent pour le boycott de toute la fin de saison. Au moment où les Bucks arrêtent un match, eux ils veulent toute la fin de saison. Les 11 autres équipes disent non. Alors ça a été un épisode un petit peu différent de tout le reste de la carrière de LeBron, qui est quand même assez consensuel. Ouais. Là, il paraît que son discours, il a tenu un discours d'1 quart d'heure assez vindicatif, et il paraît que ça a été assez mal vécu, notamment par les jeunes joueurs qui eux n'ont pas fait carrière, qui avaient un chiffre qu'on leur avait bien susurré dans l'oreille, qui était: si jamais la fin de saison est annulée, l'année prochaine, les salaires vont baisser en moyenne de 25%. Or, quand certains étaient au début de leur carrière, ils voyaient tout à fait la poule aux œufs d'or être un petit peu moins dorée, et ça les inquiétait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une petite césure, mais c'est quelque chose qui est resté un peu en interne. En gros, c'était les insiders qui ont donné ça, parce que toucher à la statue du commandeur LeBron, ça reste quand même compliqué, ça reste un leader. Donc ça questionne pas vraiment son leadership moral ? Non. Ça montre que peut-être il est capable d'aller plus loin. Donc ça montre peut-être son courage, ça montre sa conscience, mais je ne pense pas que ça questionne son leadership sur les autres joueurs, sur le basket, sur le sport et sur le monde du sport. Depuis 10 ans, il a vraiment pris beaucoup de place dans le sport américain, même au-delà du basket et de la NBA, dans le sport américain, sur le leadership, sur ces questions-là. Comment tu situerais, toi, ce qui représente aujourd'hui sa place dans le sport, dans l'histoire du sport américain? On a évoqué toute cette semaine toutes les grandes figures de l'engagement, notamment des Noirs dans la société américaine, des joueurs noirs, des grands joueurs de NBA. Où est-ce que tu le situes, toi, dans cette longue lignée? Il faisait partie des opposants majeurs à Donald Trump. C'est quand même pas rien, parce que nous, d'Europe, on a vu Donald Trump comme un troublion. Voilà, c'est quand même le président de la première puissance mondiale, et LeBron James n'a pas hésité à lutter un petit peu par les mots avec Donald Trump. Donc ce n'est pas rien. Après, il reste malgré tout une figure sportive, ce n'est pas non plus une figure intellectuelle. C'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, dans sa lutte, le faisait essentiellement par les réseaux sociaux. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui dirigeait un parti politique ou qui lançait des associations d'aide aux personnes en handicap. Même si il a lancé cette année More Than Vote, qui en gros devait faire que les Afro-Américains, les Noirs, devaient plus voter. Donc on comprend bien plutôt voter pour Joe Biden, mais qui a été la première action véritablement concrète, au-delà des dons financiers, au-delà des prises de parole sur les réseaux sociaux, ce qui montre que peut-être LeBron demain va prendre une place encore plus importante dans les débats politiques et sociaux. Eh bien, merci beaucoup Xavier, et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À très bientôt.